il ne cesse d'affirmer ou d'infirmer tel Koulouna sera condamné à la mort, tel sera exécuté. Mais le fait pour le président Tshisekedi de nier et cela démontre, est-il pas, qu'il n'y a pas d'harmonie en ce qui concerne le matière judiciaire en plus démocratique du Congo, parce que dans la normalité des choses, le président Tshisekedi et son ministre devraient avoir le même langage. Selon certains analystes, que cette sortie du président Tshisekedi, c'était juste pour cacher la manière de faire du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Des questions importantes, on aborde ça dans cette émission. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, pour aborder ces thématiques importantissimes, nous recevons pour vous Maître Cédric Tomba. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland. Merci pour l'invitation et bonne journée à vous. Merci Maître Cédric, une fois encore d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, je dois vous donner quand même l'amabilité d'analyser cette question liée à la peine de mort. On en parlait, on avait abordé ça l'autre fois ici, mais cet élément qui s'est ajouté dans ces dossiers de la peine de mort, la réaction du président Tshisekedi. D'abord, quelle analyse pouvez-vous faire de cette réaction par rapport à la manière de faire du ministre de la Justice, Constant Mutamba, ce qui concerne la peine de mort? Merci pour la question. Au fait, c'est comme si il y a un manque d'harmonie dans la gestion de la res publica. Ou bien à partir du moment où le président de la République a prétendu qu'il n'y a aucune exécution d'un Koulouna ou d'une des condamnations, n'est-ce pas, à la peine de mort, alors même que le ministre de la Justice dit que les condamnations ont été bel et bien faites parce qu'il y a certains Koulouna, quand ils entraient dans le bis, le ministre de la Justice a dit qu'ils partent pour être exécutés. J'ai eu l'impression que l'ordre international est absolument la souveraineté de l'État. La pratique même internationale est au-delà, en tout cas, de souveraineté de l'État. Parce que quand vous parlez, s'il vous plaît, quand vous parlez de l'ordre international, vous faites allusion au traité signé par la RDC. Le président de la République avait pris la parole, bien entendu, au sein de la communauté, je crois, européenne. Les diplomates. Exactement. C'est devant eux qu'il avait rassuré la non-exécution de la peine de mort. À première vue, je me suis dit, qu'est-ce qui empêche au président d'affronter les réalités des choses pour les dire comme il se doit? Qu'est-ce qui fait que le président puisse sembler être... Qu'est-ce qui fait que le président puisse donner l'impression que la peine de mort n'est pas exécutée? Et qu'est-ce qui a empêché au président de la République de mettre en évidence le texte qui gouverne la question relative à l'exécution et au prononcé de la peine de mort? Comment la RDC, un pays souverain, comme on les clame et on râle sur la question de la souveraineté jour et nuit, ne peut-elle pas fonder l'exécution de la peine de mort sur sa souveraineté qui oblige même le juge à prononcer la peine de mort? Ça fait mal un tout petit peu dans la mesure où le président de la République est le premier citoyen de la RDC et il n'y a que lui en tant que magistrat suprême qui doit par moment, en tout cas, démontrer combien la RDC est souveraine.
la l'homme, aucune exécution n'a été faite. Mais si aucune exécution n'a été faite, si l'on doit en tout cas se rallier à l'ordre international sur l'abolition de la peine de mort, pourquoi on ne le dit pas clairement? Pourquoi devrions-nous passer par les dos de la cuillère pour prétendre que d'un côté on n'a pas exécuté, alors que c'est jour et nuit que l'on réalise les prononcés à de peine de mort? Donc pour vous, le président Tshisekedi devrait assumer. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous devrions dire que nous avons de jugement lettre morte. Pourquoi jugement lettre morte? Parce que c'est tout le jour qu'on condamne les gens à la peine de mort. Mais malheureusement, on ne l'exécute pas. Le président de la République, en tant que magistrat suprême, en réalité, ça. Parce que si on était dans un autre régime, on aurait pu chercher même la conformité des textes légaux à la volonté du chef de l'État, puisque d'ailleurs, depuis que la question de la peine de mort a commencé à inquiéter les esprits, le président en avait dit mot. Mais à partir du moment où il prétend qu'on n'exécute pas, qu'on n'a jamais exécuté la peine de mort, et qu'il prétend en même temps que la peine de mort est prononcée, certes, mais l'exécution. On exécute cette peine. Il a aussi relevé un autre élément, ça va me revenir certainement, où il dit que, en tout cas, point d'exécution jusqu'alors. Est-ce, cela ne dénote-t-il pas l'ignorance sur la circulaire prise par Madame Rose Moto, qui avait donné les modalités sur l'exécution de la peine de mort? Le président de la République a dit que l'exécution de la peine de mort réservée que sur les gens qui trahissent notre pays à l'Est et qui sont condamnés pour la trahison en vertu de la guerre qu'il y a. Alors même si le président limite l'exécution de la peine de mort à ces champs-là, mais la circulaire de Madame Rose Mutombo est beaucoup plus large. Elle va bien au-delà des guerres, des terrorismes qui sont exclusivement commis à l'est de la RDC. Nous le disons ainsi tout en compatissant et main sur le cœur aux victimes de la guerre à l'est du pays et précisément à cet envahissement que l'ennemi est en train de faire dans la ville de Goma. On va aborder certainement. On va aborder cette question. Mais je me suis posé 1001 questions. Est-ce cela n'oblige-t-il pas que toutes les mesures qui doivent être prises par le ministre par voie d'arrêté circulaire doivent nécessairement faire l'objet d'informations au président de la République ou être prises pendant le Conseil des ministres? Je le crois que cela était le cas, mais je crois aussi que peut-être le président avait oublié. Sa sortie, en tout cas, m'a permis aussi de conclure qu'il y a une dose de peur qu'on a envers la communauté internationale sur l'exécution de la peine de mort. Mais si nous ne devrions pas avoir peur de l'ennemi jusqu'à déclarer l'état de siège, jusqu'à protéger la population, à faire la guerre contre le Rwanda, pour protéger le territoire de la RDC, pour protéger les citoyens, en particulier congolais. Nous avons, la RDC se lance devant un défi pour justement mettre le Rwanda contre mur, faire cesser
n'est-ce pas, les armes qui sont en train de retentir jour et nuit là-bas. Il faut aussi avouer que la guerre à l'étranger qui meurtrit le peuple congolais est une chose. Mais dans nous, et à Kinshasa précisément, la criminalité urbaine a pris de l'essor, a pris en tout cas une certaine proportion considérable, jusqu'au point où le président, s'il se montre comme un citoyen qui aime le peuple congolais, aurait aussi accompagné le ministre de la Justice dans son élan d'exécuter ceux qui ont été condamnés sur base des jugements régulièrement prononcés. À quoi bon de prononcer même le jugement? Parce que le président de la République est la plaque tournante sur l'exécution de la peine de mort. La loi recommande que toutes les fois où le juge prononce la peine de mort ou la peine de servitude pénale à perpétuité, il faut que le ministère public fasse appel. Et si l'appel reconduit la même peine, il faut que le ministère public sollicite la grâce présidentielle. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, on lui pose la question parce que c'est lui qui parlait beaucoup plus de la peine de mort. Il dit qu'il faut exécuter. Il en parlait même avant que les juges puissent rendre leur jugement. Exactement. Mais il est buté à la volonté du président qui va absolument à contre-courant de l'exécution de la peine de mort. Pourquoi? Parce que bien évidemment, d'un côté, vous auriez des jugements lettres mortes, mais de l'autre, vous ne verrez en aucun cas un Koulouna être exécuté parce que le président de la République, en tant que magistrat suprême, c'est celui qui accorde la grâce présidentielle. Et son silence dans l'octroi de la grâce présidentielle vaut rejet. Parce que, monsieur Daniel Rolland, il faut savoir que l'acte que le président de la République donne pour accorder ou non la grâce présidentielle, c'est un acte administratif, bien entendu, individuel, parce que ça peut concerner une personne collective lorsque ça concerne plusieurs personnes. Mais si le président de la République garde silence, les silences en droit administratif, monsieur Daniel Rolland, vaut rejet. Voyez-vous, c'est vrai que la loi ou certaines lois prévoient que dans certaines mesures, lorsque le silence de l'autorité administrative est marqué par la demande qu'on lui fait, en dehors de tout recours, son silence vaut une décision tacite d'acceptation. Voyez-vous, M. Daniel Rolland, c'est dans les cas où, par exemple, quelqu'un qui sollicite une autorisation auprès d'une autorité, de telle sorte que, par exemple, qu'on puisse soit lui octroyer un droit minier, soit, par exemple, une autorisation qu'une autorité qu'on sollicite pour être inséré, être pris en compte comme parti politique, vous le savez bien, dans l'enregistrement, et ainsi de suite. Donc, en droit administratif, il faut absolument faire la différence entre le silence de l'autorité sur la demande que vous lui faites à vous autoriser une chose et le silence de l'autorité sur le recours que vous faites envers lui. Dès lors que ces recours tend soit à empêcher, n'est-ce pas, ou à accorder, bien entendu, un droit. Dans les cas d'espèce, comme je vous ai dit, il faut distinguer ces deux mécanismes en droit administratif. Mais comme nous sommes en matière de recours, même si le droit qui s'applique dans ces circonstances-là, c'est le droit, je dirais même le droit administratif judiciaire. Parce que d'un côté, vous avez le droit judiciaire qui s'est appliqué. La décision a été rendue par le juge. Ça, c'est le droit judiciaire. Et le juge a prononcé, on doit exécuter. Mais au cours de l'exécution,
La loi vous dit qu'il faut solliciter la grâce présidentielle. Mais cette grâce intervient dans le sillage de l'exécution d'une décision de justice. Alors, comme l'ordonnance du président de la République est un acte absolument administratif, individuel ou collectif selon les cas, cette ordonnance, monsieur Daniel Rolland, lorsque le président garde le silence face au recours, le principe général de droit recommande à ce que le président, dans ces contextes, puisse valoir une décision tacite du rejet. Alors, puisque le président de la République est à contre-courant, c'est-à-dire il marche à contre-courant de l'exécution prononcée aussi par le juge, de l'exécution de la peine de mort prononcée par le juge, ça veut dire qu'en aucun cas, on trouverait, n'est-ce pas, un Koulouna être exécuté parce que le président n'accorderait jamais la grâce présidentielle. Si ce n'est qu'une grâce accordée dans le contexte que lui entend. Et quel contexte? Lui, il dit que la peine de mort, il faut l'exécuter que pour des criminels qui trahissent la RDC à l'est du pays. La trahison. Exactement. Même en ce qui concerne la trahison, aujourd'hui, il y a quand même des gens qu'on a condamnés à la peine de mort, mais ces gens-là n'ont jamais été exécutés. On n'a jamais vu à l'acte initié une ordonnance venant du président de la République pour aborder cette question de la grâce. Vous ne pourriez jamais... Oui, exactement. Le président n'accorderait jamais la grâce. Parce que déjà, le président a démontré sa philosophie des choses. Il a démontré à suffisance de conviction comment lui, il entend que les choses soient faites. Même si en réalité... D'un côté, Constant Moutamba, il faisait l'apologie justement de l'exécution de la peine de mort. Mais le problème, monsieur Daniel Rolland, c'est que monsieur Constant Moutamba, il faut faire attention. Monsieur le président de la République doit aussi être entouré, monsieur Daniel Rolland, sur des questions pénales, des pénalistes. Des pénalistes qui sont des experts, bien entendu, en la matière. Parce que tout ce que le président dit engage l'État. Et on le prend au sérieux, M. Daniel Rolland. Les contextes dans lesquels M. le ministre de la Justice je dirais, est en train de promouvoir ou promettait, bien entendu, la peine, l'exécution de la peine de mort, ce n'était pas nécessairement pour démontrer à la face du monde qu'ils seront exécutés. Mais c'était pour faire peur envers, n'est-ce pas, le Koulouna qui n'était pas encore arrêté, qui était resté. Donc, il va de soi que l'on prenne de mesures qui sont absolument, je dirais, drastiques sur la criminalité urbaine qu'on appelle phénomène Koulouna. Qui doit prendre à ces mesures le président ou bien les gardes sceaux? Non, le président de la République a dit que la justice est malade. Mais il faut avouer, monsieur Daniel Rolland, que la politique criminelle de la RDC l'est aussi. Puisque qui impulse l'exécution de mesures de politique criminelle? C'est bien entendu les autorités administratives et politiques de l'exécutif. Et donc, le président de la République doit en tout cas être à même de savoir, parce qu'il est entouré des experts, que d'une part, vous avez le pays qui se trouve presque tous les jours, où les citoyens sont victimisés par le phénomène Koulouna. La vie des Koulouna, que le président de la République a tant cherché à protéger devant la communauté internationale pour montrer à la face du monde que l'on n'a pas exécuté la peine de mort, les vies de victimes sont aussi sacrées, monsieur Daniel Rolland. Absolument sacrées. Et la peine de mort, monsieur le président doit le savoir, c'est les derniers recours auxquels l'État peut, n'est-ce pas, le dernier recours qui peut être à la rescousse de l'État pour tarir
cette criminalité urbaine. Dans ce cas, parce que vous parlez de ce dernier recours, dernière stratégie certainement que l'État peut mettre en place justement pour terminer un phénomène, comme c'est le cas aujourd'hui avec les phénomènes Kuluna. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'État congolais était dormi, il pouvait, il a manqué de stratégie, il était à la fin de tout ce qu'il avait comme stratégie, il fallait faire recours à la peine de mort justement pour essayer d'intimider, pourquoi pas essayer d'en finir avec ces phénomènes coloniaux. Oui, exactement, monsieur Daniel Roland. Mais je voulais ajouter une chose dans le même ordre d'idée. Nous sommes dans un état où l'Est du pays est tous les jours endeuillé. En même temps, dans des villes qui ne sont pas dérangées par l'Est, par la guerre à l'Est, vous avez encore un phénomène qu'on appelle Kuluna qui s'élève, qui endeuille la population. Mais qu'est-ce que le président doit faire? Puisque il faut avouer que les vies humaines ou la vie humaine, elle est sacrée tant pour la victime que pour le délinquant. Et dans les cas d'espèce pour les Kuluna, le président de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire qu'il a tort de promouvoir la sécurité publique par la préservation de la vie des délinquants, mais il aurait pu s'intégrer dans les contextes dans lesquels Mutamba promet l'exécution de Kuluna. Si vous avez essayé de jeter un regard considérable, monsieur Daniel Roland, dans vos téléphones et autres, vous verrez même le pays étranger où de personnes sont en train d'acclamer monsieur Constant Mutamba sur de mesures qu'il prend pour justement tarir la source la plus importante du phénomène Kuluna. Bien entendu, les gens disent qu'on en a marre. Le président de la République aime bien son pays, il aime bien l'État congolais. Mais que faire? Que faire? Parce que la peine d'emprisonnement, M. Daniel Roland, a montré ses limites. La peine d'amende également. Boulou, Angenga ont montré leurs limites. Mais que faire? Le Constant Mutamba n'a pas tort. Donc vous soutenez Mutamba quand il a pris cette décision, quand en tout moment il parle de la peine de mort avec obligabilité, même si certaines personnes considèrent cette décision comme une décision unilatérale. Bon, en fait, les décisions sont... Mais le président de la République a mis Constant Mutamba dans, je dirais, dans une confusion. Pourquoi? Parce que dès lors que... C'est Mutamba qui a mis le président dans une confusion, ou bien c'est Constant, c'est le président qui l'a mis dans une confusion. Non, parce que le président a mis Mutamba dans une confusion. Ce n'est pas Mutamba qui a mis le président dans une confusion. Non, non, parce que Mutamba est venu appliquer la circulaire prise par le ministre, ministre de la Justice, Rose Mutombo. Alors, puisque la circulaire fait partie... Circulaire débattue justement au Conseil des ministres. Ça a été exactement une circulaire débattue au Conseil des ministres, lequel conseil est présidé par qui? Par le président de la République. Et lorsque Mutamba vient promouvoir l'application ou l'exécution de la peine de mort prononcée dans le contexte des infractions prévues par la circulaire, Mutamba n'en a pas tort. Parce que la circulaire fait partie, bien entendu, de l'arsenal pénal de notre pays, de l'arsenal de notre pays. Mais vous remarquerez, M. Daniel Roland, que quand le président de la République dit ainsi, ça voudrait dire qu'on doit se réveiller un bon matin, Mutamba sera maintenant obligé de prendre une circulaire. Laquelle circulaire doit restreindre l'exécution de la peine de mort sur les infractions que le président de la République a citées. La trahison. C'est cela le cas. Pourquoi? Parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous ne trouverez en aucun cas le président vous prendre une ordonnance de grâce présidentielle. Voyez-vous? Donc, si l'on doit s'inscrire dans l'ordre politique des choses, nous devons aussi tenir compte de l'évolution de la criminalité et des mécanismes appropriés à prendre. Donc, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que cela traduit un certain manque d'harmonie
dans la gestion de la Respublica, un certain, en tout cas, manque d'un leadership participatif où quand telle personne dit une chose, telle autre, n'est-ce pas, vient les contredire. Mais j'ose croire que il convient à M. Constant Moutamba de convaincre le président parce que la politique criminelle de la RDC accuse plusieurs failles et a démontré absolument ses limites sur de peines qui existent. Et que la peine qui soit la meilleure pour que l'on puisse éliminer les phénomènes Koulouna ou éradiquer ces phénomènes, c'est justement la peine de mort. Donc, c'est justement la peine de mort. Et je peux ajouter un élément, M. Daniel Roland, c'est que le président de la République doit savoir aussi que ce ne sont pas le texte des pays étrangers qui gouvernent la RDC. Ce sont nos textes à nous. Voyez-vous, la loi du 31 décembre 2015 sur la mise en œuvre du Code du statut des Roms prévoit la peine de mort. Donc, aujourd'hui même, on dit il y a certaines prisons au niveau des États-Unis où on continue d'exécuter la peine de mort. Mais aux États-Unis, il y a des peines de 40 ans, de 30 ans, de réclusion criminelle de 50 ans, de 90 ans même. Voyez-vous? Parce que là-bas, ils se sont intégrés dans le contexte de l'abolition de la peine de mort. Mais nous, ici, on ne l'a pas fait. Pourquoi devrions-nous créer un système qui semble être un poisson-chat? Un poisson-chat. C'est-à-dire, à un moment, vous voyez la RDC être derrière l'exécution de la peine de mort, rétentionniste. À un moment donné, vous ne savez pas lui donner sa couleur. Vous dites que la RDC, elle est beaucoup plus abolitionniste. C'est cela les cas. Donc, ça fait mal. Si je me fais l'image de nombre de victimes qu'il y a actuellement résultant de ces phénomènes Koulouna. Si je me fais l'image, monsieur Daniel Roland, je me fais l'idée sur le nombre de plusieurs crimes commis, ainsi de suite, sur le terrain des territoires, et sur la propension des phénomènes Koulouna dans plusieurs communes, j'avoue, à suffisance même des preuves et des convictions, monsieur Daniel Roland, que la peine de mort, elle est bonne pour un État comme le nôtre, où la criminalité va croissante, où la criminalité grandit jusqu'à un point innommé. Mais maître, c'est dit qu'aujourd'hui, la réalité qui est, même si il y a cette histoire-là de la peine de mort, on condamne ce gène, mais dans les différents quartiers, ces phénomènes continuent toujours. Vous allez attendre quelqu'un dire, on m'avait arraché mon téléphone, hier on m'avait fait ceci, quelles que soient les intimidations du ministre de la Justice, quels que soient les jugements rendus par les différents juges en ce qui concerne la peine de mort, ça donne l'impression comme si la peine de mort aujourd'hui, ce n'est pas une solution totale. Il faudra certainement aborder ou bien mettre en exécution d'autres solutions durables pouvant permettre à ces jeunes de reculer et puis de laisser totalement ces phénomènes. Merci beaucoup pour cette belle question. Au fait, M. Daniel Roland, il importe de savoir une chose, que la RDC vient de connaître un mouvement de libération massive et conditionnelle, bien entendu, de détenus à la prison centrale de Makala. Ce que vous avez donné à gauche, vous les récupérez à droite. Comment? Les prisonniers ont été libérés ici et là par le ministre de la Justice, en disant bien entendu que c'est le président de la République qui dit qu'on puisse désengorger des prisons. Mais le ministère public et les juges qui avaient envoyé ces gens en prison, ils ont envoyé ces gens pour purger leur peine afin qu'ils puissent être amendés. Lorsque le ministre de la Justice, sans faire un exercice interdit de l'amendement de prisonniers, il les libère. Et puis hier, vous entendez qu'il y a la criminalité qui a augmenté en RDC, le phénomène Koulouna également. Parce que d'ailleurs, ceux qui ont été envoyés à Makala, plusieurs d'entre eux sont des Koulouna et autres. Bien que les exceptions ne manquent jamais. Mais à partir de ces moments, M. Daniel Roland, le ministre de la Justice vient avec l'épée de Damoclès qui constitue bien entendu la peine de mort. Vous direz quoi? En réalité, la réponse à votre question, je dirais même, M. Daniel Roland, que la peine de mort vaut son pesant d'or pour notre État, mais il faut aussi savoir que
le mécanisme de politique judiciaire et de police administrative, M. Daniel Rolland, doivent être renforcés. Nous devrions voir l'État congolais consolider le mécanisme de sécurité publique, dans le sens où le policier et autres, vous m'avez dit qu'on condamne tous les jours à la peine de mort, mais les crimes ne cessent de s'accroître. Mais il faut aussi savoir que les crimes constituent les microbes dans les corps. Vous voyez que là où il y a l'homme, les microbes ne manqueront jamais, même dans l'air. C'est comme ça aussi avec les crimes. Jour et nuit, on conçoit des mesures de politique criminelle efficaces pour lutter contre, bien entendu, la mesure criminelle efficace, on justement, pas, oui. Laquelle vous pouvez nous citer une que vous avez pensé à part cette histoire de la peine de mort. Comme je vous ai dit, vous me parlez des vols de téléphones et autres. Je considère déjà que lorsque le vol se commet et que le voleur part, on ne le retrouve plus, ça voudrait dire que dans cette contrée-là, peut-être où le vol a été commis, il n'y a pas une police efficace. Donc, l'État congolais doit nécessairement instaurer un système de police administrative approximative aussi de la population, de telle sorte que lorsque les crimes se commettent, on peut facilement récupérer ce qu'on a. Vous voyez, quand vous arrivez sur Victoire, vous savez combien de vols, des cabellos des femmes, des téléphones des hommes, vous parlez au téléphone, et par moment, il est arrivé un certain moment où le Kuluna, il prend les plantes, il ravit à une dame les plantes de la tête, et puis du coup, il marche, personne ne sait faire la résistance contre lui, ni le lui ravir pour remettre à la dame, et parfois la police qui est là paraît inefficace, observe aussi. Donc vous voyez qu'il y a un problème sur l'efficacité de la police administrative. Donc bref, vous auriez donc compris, M. Daniel Rolland, que l'on doit tendre vers l'éradication du phénomène. L'on doit mettre en œuvre, en place de mesures ou mécanismes qui tendent à l'éradication, à l'élimination de tous les crimes, de toutes les infractions et de tous ces phénomènes. Mais le problème, c'est que l'on ne saurait pas, en tout cas, éliminer les crimes du monde, de sorte que le monde devienne comme un paradis. Mais l'essentiel, c'est que lorsqu'on institue l'État, c'est pour que l'État puisse protéger les personnes et leurs biens. Et l'État doit concevoir, dans un cadre absolument idéologique, de politique criminelle efficace. Alors, comme disait un notaire, une société sans... c'est une utopie, c'est une société qui n'existe pas, c'est impossible parce qu'il y a toujours des bandits dans toutes les sociétés, même si c'est un phénomène qui ne peut jamais être terminé, mais quand même l'État a l'amabilité de diminuer ces phénomènes. Cédric, aujourd'hui, vous avez abordé cette réaction du président Tshisekedi devant les diplomates. À un moment, on va se souvenir quand Mme Rose Mutombo avait signé les circulaires. Ça fait aussi débat au niveau international où il y avait les pressions. Les gens ne voulaient pas que la RDC puisse abolir la peine des morts, tout ça lever cette histoire de la peine des morts. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi, en connaissant ça, quand il dit certainement peut-être ça va rester pour la trahison, pas pour les colonels, certainement pour échapper à cette pression international, en oubliant certainement que quand les circulaires a été signé par Mme Rose Mutombo, même en ce qui concerne l'infraction comme la trahison, les gens mettaient seulement la pression. Le président Tshisekedi, donc, selon vous, devrait assumer cette décision prise par la RDC comme un État souverain. M. Daniel Rolland, le président de la République devrait s'assumer parce que toutes les mesures que pose, n'est-ce pas, le gouvernement lie aussi le président de la République. Il devrait s'assumer pour dire, n'est-ce pas, devant aux diplomates, que la criminalité va tellement croissant que l'on ne parvient pas à éradiquer ces phénomènes. Et que la peine de mort étant prévue dans notre code pénal, dans notre arsenal juridique, et qu'en même temps, il y a une circulaire du ministre de la Justice qui a été prise, il allait de soi que l'on puisse exécuter. Alors,
est-ce que la communauté internationale peut-elle au moins, même les diplomates devant qui le président était, peuvent-ils venir ici, commencer à indemniser toutes les victimes résultant du phénomène Kuluna? Je crois qu'ils ne sauraient le faire. Alors, ces victimes-là vont s'en prendre à qui? Monsieur Léon Roland, nous sommes dans un état où le politique judiciaire criminel existe, la police aussi existe pour justement maintenir l'ordre public, mais il y a un problème, c'est que la police est devenue absolument inefficace face à la lutte contre ces phénomènes. Que faire? Le président devrait s'assumer, il devrait accepter pour qu'on voie au moins, n'est-ce pas, l'attitude de ces diplomates sur les histoires de la peine de mort. Et aussi, la question de la garantie des droits de la défense aux prévenus pouvait être vérifiée par ces diplomates d'une manière ou d'une autre, parce que notre justice elle est indépendante, monsieur Daniel Roland. Que dire et que faire? Donc j'ose croire que nous, les présidents de la République, si, comme il ne veut pas de l'exécution de la peine de mort pour des infractions bien précises, il peut justement militer à ce qu'elle soit absolument supprimée, abolie, et ça irait de soi pour la cohérence du système juridique congolais. Puisque là, vous avez la pratique qui dit une chose, les théories qui en disent autre, alors ça crée un certain imbroglio. Voyez-vous, monsieur Léon Roland? Donc, ce qui ne serait pas bon. J'ose croire que prochainement, en tout cas, il faut que le président s'assume et qu'il puisse accepter la responsabilité des actes que poserait le membre de son gouvernement, plutôt que de s'y responsabiliser en prétendant que non, c'est pas pour tel, c'est pour les autres uniquement. Ça a donné l'impression comme si la réaction du président a aussi ridiculisé le ministre de la Justice. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre de la Justice, lorsqu'il a posé la question, vous avez exécuté combien comme Kuluna, il a dit: je ne suis pas l'autorité habilitée à exécuter. Voyez-vous? Lui aussi, il a jeté le propre magistrat. La question revient au ministère public. Donc, ça voudrait dire que nous sommes dans un... Alors que c'est lui qui dit toujours que Bakoza l'exécuter. Nous sommes dans un système où, dans un système de l'irresponsabilité à la responsabilité. C'est-à-dire, le président qui dit qu'on n'a pas exécuté, il ne veut pas prendre de responsabilité sur l'exécution. Les ministres de la Justice, n'est-ce pas, lui, il clamait sur l'exécution. Il dit en même temps que je ne suis pas compétent d'exécuter, c'est le ministère public. Le ministère public vous dira quoi? Parce que l'instruction du ministère public est... Le ministère parlera de la grâce. Non, déjà, de l'ordonnance. Public. Tout ce qu'il fait dans le cadre de l'instruction et l'exécution de la peine de mort et autres, c'est réputé être secret. Voyez-vous? Ça doit être secret. Vous allez lui poser la question s'il a exécuté combien à mort. Alors que cette question, puisqu'elle touche la souveraineté de l'État d'un point de vue de la répression, le ministère public n'a pas à dire mot sûr, puisque son instruction, même après l'exécution, doit rester secrète. Oui. Alors, maître Cédric Ntumba, on va terminer cette émission avec cette question de la vente aux enchères des biens des Corneille Nangaa. Ça référera au dernier communiqué du ministre de la Justice Constant Mutamba, signé le 20 janvier 2025, qui a informé les publics que le 30 janvier 2025, donc le 30 janvier prochain, il y aura la vente des biens des Corneille Nangaa, l'hôtel Castello, villa située, 6 et 4 villas comme ça, 2 appartements et 2 maisons. Et tout, le ministre de la Justice qui a informé les gens certainement qui auront beaucoup de moyens peuvent venir pour acheter ça. Mais ça fait débat au sein de l'opinion. Les gens disent, les gouvernements appellent les gens pour venir certainement acheter ça. Ça devrait être certainement, pardon, ça allait être bien, vous voulez dire, si le gouvernement lui-même s'en procurer, acheter ces biens.
Parce qu'aujourd'hui, si ça arrivait, on connaît comment les choses se passent dans notre pays. Si ça arrivait un jour qu'on puisse gracier Nanga, qui puisse revenir dans les pays, et puis quelqu'un qui vient, il achète ses biens et demain ça commence à compliquer parce que les politiques ont négocié. Rwanda est revenu. Vous allez d'abord analyser cette question de la vente aux enchères et puis vous allez certainement nous dire cette garantie juridictionnelle qui pouvait rassurer les gens aujourd'hui, celles et ceux qui ont l'amabilité ou bien qui ont besoin d'acheter ces biens, que si même les politiques essayaient d'échanger les choses, si Nanga revenait, leur bien restera pour eux sans pourtant qu'ils puissent être inquiétés. Exactement, monsieur Daniel Roland. J'étais même en train d'ouvrir mon code pénal. Alors, en réalité, je compatis absolument à toute la situation qui se passe avec je compatis à la situation que subit bien entendu le victime de la guerre à l'est du pays et de tout ce que Nanga essaie un peu de faire, puisqu'en réalité Nanga est congolais, mais il a accepté de se détourner contre les intérêts de Congolais. Enfant prodigue, brebis égaré. En mettant en avant-plan les intentions de renverser le régime de Fachi, et alors qu'en réalité, le peuple congolais se meurt. Les intérêts du peuple congolais se trouvent être absolument laminés par les AFC et autres. Et les M23. Mais la politique est une chose, le droit en est une autre. Monsieur Daniel Roland, je redoute fort la compétence du juge militaire à ordonner la vente de tous les biens de Nanga. Comment ça, au moment où le ministre a signé le communiqué, il a informé plutôt l'opinion, elle a demandé de tout le monde certainement d'être présent. J'ai bien dit, je redoute fort justement sur la question de compétence. Parce que la confiscation de biens, n'est-ce pas, est prévue par la loi. Mais laquelle confiscation? C'est la confiscation spéciale. C'est-à-dire confisquer les biens qui ont participé, n'est-ce pas, à la commission d'un crime. Peut-être que le juge a considéré que le bien de Nanga, générateur de fonds ou de sommes d'argent, participe à l'alimentation de son mouvement. Ce qui va de soi que l'on puisse condamner non seulement Nanga, mais aussi ordonner la vente, la confiscation de ses biens et la vente. Ça, c'est normal. Mais si le bien de Nanga n'ont pas participé à l'alimentation de son mouvement ADEF, il est difficile que le juge puisse ordonner la vente de tous ces biens. J'aurais même appris qu'on a même confisqué certains biens appartenant à sa femme. Alors, c'est normal. J'en viens. Le problème, c'est que, bon, les vins tirés, il faut les boire. C'est-à-dire, on a déjà une décision de justice qui existe, qui ordonne la confiscation et la vente de ces biens. Le ministère public, le ministre de la Justice, à cet effet, il a pris une décision pour ordonner la vente publique. Mais le plus grand problème, c'est comment peut-on déterminer l'appropriation exclusive de biens confisqués au nom des Nanga. Parce que Hôtel Castello, M. Daniel Roland, peut avoir un certificat d'enregistrement. Les autres biens peuvent avoir aussi des titres sur lesquels, n'est-ce pas, ces propriétés sont constatées. Mais le problème, c'est à quel niveau? C'est que lorsque vous avez un immeuble, Nanga, il est marié, non? Il a une femme. Si par exemple la femme de Nanga
se trouve être invincé dans le cadre de cette vente aux enchères, il peut écrire au ministre pour que, du fait du régime matrimonial qui les lie avec son mari, on lui remettra sa part. Parce que peut-être qu'il y a de biens, M. Alain Roland, où Nanga est en copropriété avec sa femme, où Nanga est en copropriété avec ses enfants, et il y a aussi des biens où Nanga est l'unique propriétaire. C'est ça les biens qu'il faut confisquer. Pour les biens où Nanga est l'unique propriétaire. Pour les biens où Nanga est l'unique propriétaire, la confiscation et la vente ne posent pas de problème. Mais pour les biens où Nanga concourt en copropriété avec ses enfants, par exemple, là au moins, on peut certes procéder par la vente, mais seulement, il faut commencer par liciter les biens. C'est-à-dire procéder au partage en autant de copropriétaires qu'il y a de ces biens-là. En même temps, là où Nanga est en copropriété avec sa femme, par exemple, si Nanga il est marié à un régime de communauté universelle de biens et que dans le certificat, par exemple, il y avait les noms de Nanga et de ses enfants, il faut d'abord commencer par liciter, c'est-à-dire même si vous vendez, le gouvernement ne va pas prendre les sommes d'argent là pour se les confisquer. Le gouvernement va justement prendre la part revenant exclusivement à Nanga. Mais attention, sur la part revenant exclusivement à Nanga, comment va-t-il faire? C'est que s'il a donné aux enfants de Nanga les parts qui leur reviennent, en ceci que ils ne participent pas au crime de l'Est, il va nécessairement sur la part de Nanga regarder le régime matrimonial qui lie Nanga de sa femme. Si c'est un régime de communauté universelle de biens, le gouvernement va encore diviser la part revenant à Nanga par deux pour remettre à sa femme une part et garder aussi une autre part. Mais je me pose la question de savoir si une action, par exemple, devant nos juridictions ici au Congo est entamée, est faite par sa femme, action principalement en divorce, une action, je ne dirais pas apparente, mais l'action en divorce pour tendre justement à obtenir une décision ordonnant la dissolution du régime matrimonial. Qu'adviendrait-il? Qu'adviendrait-il? C'est ça la question. Qu'est-ce qui arriverait? Si une action est entamée pour les enfants, il n'y a pas de problème. Mais je dis principalement pour la femme. La femme entame une action en divorce et aboutissant à la dissolution du régime matrimonial. Est-ce que la vente ne sera-t-elle pas freinée? Le ministre de la Justice ne va-t-il pas respecter au moins la décision judiciaire? Et dans le contexte actuel de la RDC, qui est envahi par la guerre de l'Est, au travers, bien entendu, ces mouvements M23 et AFC, est-ce qu'en réalité, le gouvernement va obtempérer à la décision de justice que pourrait prononcer le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, le tribunal de paix de Ngaliema? Voyez-vous, qu'adviendrait-il? Là, au moins, c'est dans l'ordre des hypothèses. Donc, je crois à suffisance de conviction que pour les biens, où Nanga participe en propriété avec ses enfants, le gouvernement va justement, nous sommes dans un état de droit, le gouvernement va respecter en prenant la part des Nanga et en remettant à ses enfants leur part. Et sur la part des Nanga, le gouvernement va avoir le régime matrimonial qui les lie avec ses enfants. Mais est-ce que l'action en licitation que pourrait entamer l'un des enfants des Nanga ne ferait-il pas obstruction à l'exécution de la vente publique aux enchères? C'est cela aussi les problèmes. Est-ce que l'action entre guillemets apparente en divorce et en dissolution du régime matrimonial que pourrait entamer sa femme ne pourrait-elle pas peut-être faire obstruction à la vente aux enchères entre guillemets? Donc bref, il y a beaucoup de questions que l'on peut se poser sur cette hypothèse-là. Mais néanmoins, le gouvernement a déjà ordonné la vente. Je crois que ordonner la vente aux enchères est une chose, mais s'approprier des sommes résultant de ces ventes est une autre. Donc, l'appropriation donne lieu, bien entendu, au respect des droits de propriété des copropriétaires ou du fait du régime matrimonial ou du fait de la copropriété née du régime matrimonial. Donc, c'est un peu ça. Et puis, pour la question que vous m'avez posée, M. Alain Roland, sur la sécurité juridique de
de potentiels acquéreurs. Je peux le dire tout haut, monsieur Daniel Rolland, dès lors que la vente est effectuée, il faut savoir que au profit de l'acquéreur ou du nouvel acquéreur, l'on va justement ordonner à ce que le conservateur puisse établir le certificat d'enregistrement. Ça, c'est évident. La sécurité juridique voudrait que, une fois la vente aux enchères effectuée, les biens appartiendra dès lors à celui qui l'a acheté. Et après l'achat, celui-là va procéder, bien entendu, à la mutation. Et cette mutation va se faire de droit. Le certificat d'enregistrement quittera les patrimoines, bien sûr, de Nanga pour le patrimoine du nouvel acquéreur. Quand je dis quittera les patrimoines, ça veut dire que le certificat de Nanga serait frappé d'un timbre d'annulation au bénéfice d'un nouveau certificat à établir, n'est-ce pas, au profit de l'acquéreur. Et on prend l'hypothèse où on est envahi et autres. Comment ces biens pourraient-ils revenir en Nanga? Parce que beaucoup de gens se sont posé des questions. Est-ce que lorsque la RDC arrive, parce que nous cherchons à ce que nous renversions bien entendu cette guerre à l'Est en chassant et en tuant ceux qui nous font la guerre. Mais si l'inverse s'est fait, est-ce que le bien pourrait-il demeurer en sécurité envers les acheteurs et les nouveaux acquéreurs? Je dis oui, bien entendu, les biens demeureront en sécurité puisque la parcelle, M. Daniel Rolland, ne se prend pas par un ordre militaire ou un ordre politique, mais la parcelle se prend par des formalismes judiciaires ou des formalités judiciaires. C'est-à-dire, autant que le certificat a été établi, celui qui l'acquérera sera propriétaire et sa propriété sera bel et bien protégé parce qu'il en a les titres. Et donc, en RDC, la loi dit, M. Daniel Rolland, que le certificat d'enregistrement constate la jouissance, n'est-ce pas, de la propriété sur le fonds de l'État. Maître Sedin Toumba, je vous laisse quand même 30 secondes. Question de lancer un message d'encouragement à nos frères qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo vis-à-vis de tout ce qui se passe de cette injustice. Des gens qui meurent là-bas, vous êtes au courant de tout ça. Alors, 30 secondes, un message de votre part et puis on va conclure l'émission. Merci beaucoup d'ailleurs. Je demanderai justement au président de la République, le patron de notre nation, le premier citoyen de la République, le magistrat suprême, de pouvoir essayer un peu de voir dans quel contexte il peut bien mener sa politique pour justement faire cesser la guerre à l'est du pays. Vous savez, M. Daniel Rolland, dans plusieurs pays, n'est-ce pas, se sont faites, mais néanmoins, l'importance, c'est de quelle manière l'on peut faire cesser cette guerre. Si en réalité, au prix de la vie de Congolais, ou au prix, bien entendu, de la paix sociale, il importe pour le président de renforcer des mécanismes diplomatiques tendant justement à faire cesser cette guerre. Il faut, je sais que le président a tapé du poing sur la table pour dire qu'il ne va jamais négocier avec le AFC et autres. Mais il faut savoir que M. Daniel Rolland, la particularité de ces situations, n'est-ce pas, veut aussi qu'au grand mot, n'est-ce pas, le grand remède. Donc, dans le contexte actuel, je demanderai justement à notre président de la République de mettre en œuvre tous les mécanismes de sécurité publique pour que l'Est de la RDC ne soit pas envahi, ne soit pas totalement pris par les ennemis et que le citoyen puisse un peu demeurer en paix, puisque la paix, M. Daniel Rolland, dépasse tout. Tant que les citoyens sont en paix, sont dans la quiétude, dans la tranquillité, mieux serait pour nous de rester ainsi que d'être en guerre où il y a des déplacés, des tueries. D'ailleurs, les gouverneurs militaires, M. Daniel Rolland, viennent de mourir. Le communiqué a été fait. Alors, si le gouverneur est mort, est décédé, devrions-nous continuer toujours sur cette lancée-là? Ça veut dire que les choses ne vont pas bon train. Alors, je demanderai à ce que le président puisse essayer de renforcer les mécanismes de sécurité à l'est du pays pour que Goma soit protégé et la population de Goma le soit aussi. Maître Sedin Toumba,
Je rappelle que vous êtes juriste chercheur en droit, bientôt doctorant. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, missionnaire Roland. Si Dieu nous aide sous paix, on va aussi, on sera en train de faire déjà de recherches pour publier des ouvrages pouvant aider la politique de notre pays. Merci beaucoup, maître. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la prochaine occasion pour un autre numéro de cette émission qui Vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.